J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, je ne veux pas être vexant, mais quand je dis une vieille camarade, il faut l'entendre dans le bon sens, c'est-à-dire que nous entendons depuis très longtemps, nous nous connaissons vraiment bien. Nous avons travaillé d'ailleurs ensemble, sur le plan politique ensemble. Anne Vaness est un personnage assez singulier, très original quand on la connaît bien. Elle a mené différentes actions dans sa vie, sur le plan politique, sur le plan social, et je voudrais d'abord commencer par sa formation, qui résulte d'ailleurs d'un itinéraire résultant d'une réflexion personnelle. Elle est tout d'abord titulaire d'un master de l'Université de Bordeaux en psychologie interculturelle, et elle possède également un diplôme universitaire de l'Université de Paris 13 en psychiatrie transculturelle. Elle est conseillère en psychologie appliquée, consultante interculturelle. Elle est également fondatrice de plusieurs associations et crèches interculturelles. Et elle a participé en tant que consultante de la crèche Bethléem, qui est la seule qui existe en tout cas en Palestine, reconnue. Oui, depuis 2002. Voilà. Je voulais, avant de vous parler de l'ouvrage qui sera au centre de notre entretien, vous montrer un ouvrage qui a été édité en 2011, sauf erreur de ma part. Et qui est en voie de réédition dans quelques mois, voilà, avec quelques corrections. C'est ça. Alors, cet ouvrage, elle l'avait rédigé avec Patrick Fermi, qui est décédé récemment, malheureusement. Cet ouvrage s'intitule « Figure hongroise » et tourne autour de deux personnages, d'une part Géza Roheim et de Viola Tomori. Peut-être tu pourrais nous en dire un tout petit mot. Géza Roheim est en fait un des précurseurs de l'ethnopsychiatrie. Et il n'a pas fait de l'ethnopsychiatrie en chambre, donc il a fait tout un parcours qui est vraiment intéressant, parce qu'il a été en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, il a travaillé, c'était un Hongrois communiste. Il est parti de Hongrie suite aux discriminations vis-à-vis des Juifs, professeur d'université, fondateur de la première faculté à Budapest de psychanalyse, qui est vraiment intéressant. Ça n'a pas duré, c'était avec le gouvernement de Béla Kun. Et Géza Roheim, je dois dire, moi j'ai connu Géza Roheim par rapport à la formation de l'association Géza Roheim, que j'ai fait venir. J'avais exercé un mandat politique et j'ai beaucoup axé au niveau santé sur l'étude de Géza Roheim et les formations qui ont eu un succès monstre, je dois dire. Beaucoup de juristes, d'avocats, de policiers, d'infirmiers, de travailleurs sociaux sont venus pendant 20 ans se former avec Patrick Fermi, qui malheureusement est décédé. Il était prof d'UNIF à Bordeaux, c'était mon prof. Et je continue à la maison de la famille. Et on a mis en place à la rue de la Presse à Bruxelles, une consultation gratuite pour migrants, mais toute personne ayant des problèmes culturels, interculturels. Et la petite halte accueil qui va avec la consultation accueille aussi dans les différentes problématiques les populations, où on essaye de faire en sorte d'avoir des réponses sur le maternage insolite et de ne pas imposer le style de maternage que nous avons. On vit en Belgique, mais ce qui est important, c'est de faire la comparaison. Donc on s'inspire beaucoup de Géza Roheim, pardon. Et moi j'ai écrit une petite partie sur Viola Tomori, qui est
une psychologue, sociologue hongroise qui a vécu à la même période. Donc ils viennent tous comme Devereux, etc. C'est un patrimoine formidable de l'ethnopsychiatrie hongroise, vraiment. Et elle a relaté les villages hongrois, des montagnes, où il y avait une particularité, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine liberté de mœurs, même dans les villages, dans un village spécialement, au locaux, où elle a contribué beaucoup à ce que ce soit reconnu comme patrimoine de l'UNESCO, où il y avait des traditions qui venaient des Koumans, et qui était une tradition encore bien ancrée début 20e. Maintenant, bien sûr, tout le monde s'est emparé, ça devient la mode. Les bobos, il n'y a pas qu'en Belgique, quoi. Il y en a. Je te remercie. Bon, l'objectif, évidemment, de cet entretien n'est pas de s'étendre sur le premier livre, quel que soit son intérêt, mais vous avez bien entendu que cet ouvrage va être réédité. C'est à ce titre-là qu'Anne Vaness vient d'en parler, donc soyez attentifs. Ça serait pour l'année prochaine Non, c'est pour septembre. Ah oui, donc c'est vraiment très récent, d'ici 3 récent, mois. Dans 3 mois. Et chez quel éditeur Cimarron. Ah oui, chez Cimarron, oui. Qui est donc un éditeur bruxellois. Oui. Tout à fait. Alors, l'ouvrage à propos duquel nous allons parler, discuter ensemble, nous entretenir, ici, pas tout à fait à bâton rompu, parce qu'on a fixé à deux ici le fil rouge, et c'est pas pour rien que j'utilise évidemment cette couleur-là ici, le fil rouge de l'entretien, mais il n'empêche, comme nous sommes de vieux camarades, que nous laisserons certainement aller à certains moments à des réflexions personnelles qui déborderont l'ouvrage, le cadre strict de l'ouvrage. Première question que je vais te poser, Anne. Quels sont, et je te demande simplement de planter le décor, hein, il ne s'agit pas d'aller dans le détail, d'autant plus que ça a été dit d'une certaine manière implicitement dans l'introduction lorsque je t'ai présenté, c'est que tu n'es pas historienne, tu es psychologue en fait, hein, Absolument. De formation, et que cet ouvrage, tu l'as écrit au fond par passion, en amateur, et il ne s'agissait pas du tout de faire un ouvrage universitaire sur Rosa Luxembourg. Je crois que ça mérite d'être dit pour qu'il n'y ait pas d'équivoque pour nos auditrices et nos auditeurs. Voilà, mais je crois que c'est important. Merci de le dire. Voilà. Et je trouve ça très intéressant que quelqu'un qui, justement, ne pratique pas l'histoire en suivant les règles académiques dans un cadre purement professionnel, s'attache à un personnage comme Rosa Luxembourg, qui, on va le voir, garde une certaine actualité, pour reprendre le titre de la préface que Anne Vaness a bien voulu me faire écrire au début de son ouvrage. Je te remercie, parce que ça prend un décor, même si on n'est pas tout à fait d'accord. Voilà, mais mon objectif était, tu ne m'avais pas donné d'ailleurs de ligne, et c'est pas le but du tout, nous ne sommes peut-être pas tout à fait d'accord politiquement, mais peu importe. Moi j'ai donné évidemment un point de vue qui est celui de l'historien, mais teinté certainement d'une vision politique des choses, et je ne le renie pas du tout. Est-ce que je peux te dire... tu me dis tout ce que tu veux. Je peux te dire simplement que sur cette préface, on voit qu'on n'est absolument pas d'accord. Je ne dirais pas d'accord, mais c'est une approche qui est la tienne. Tout à fait. Qui est la tienne. Donc moi, beaucoup de gens m'ont dit, mais les conseillistes, c'est important. Et tu as abordé ce thème-là. Pour moi, bon, les conseillistes, c'est au second plan, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire un conseilliste, et j'ai essayé de retrouver chez Rosa Luxembourg, chez son compagnon de route, son grand amour finalement, Léo Jogichès, j'ai essayé de voir où était le conseillisme. Et peut-être qu'on se retrouvera dans une analyse qui est plutôt sur la critique du manque de démocratie, de la bureaucratie
finalement imposée par les organisations qui se réclamaient du marxisme, c'est-à-dire Lénine et d'autres, et même aussi Trotsky, où elle a des critiques alors qu'elle est assez proche finalement. Tout à fait. D'ailleurs, je ne crois pas avoir montré l'ouvrage devant la caméra, mais c'est l'occasion de le faire tout de suite avec évidemment un portrait de Rosa Luxembourg elle-même. Qui a été retravaillé par Emine Karali, qui est une graphiste, une jeune femme qui a beaucoup de talent. Voilà. Alors, première question, pourrais-tu nous donner quelques éléments biographiques qui vont permettre par la suite de resituer le contexte international dans lequel va se dérouler la polémique entre deux personnages, deux protagonistes qui sont quand même au cœur de la première partie de ton livre, à savoir d'une part Rosa Luxembourg elle-même et d'autre part Émile van der Velde qui a, tu vas peut-être, même c'est souhaitable, nous dire qui est Émile van der Velde à cheval sur la fin du XIXe siècle et d'autre part la première moitié du XXe siècle, mais en tout cas avant la guerre 14-18. Je pense que c'est le monsieur par excellence du POB. Donc le Parti ouvrier belge. Le Parti ouvrier belge. Oui. Le Parti ouvrier belge avec ses ténors, mais il y avait avant des ténors comme César de Pape, Jean Wolders, toute une série d'autres, Damblon, etc., qui avaient certainement une figure plus emblématique de ce qu'était le socialisme. Il le représentait. Émile van der Velde, c'est tout un appareil. C'est le chef. Et il avait tellement à dire. On l'appelait le patron. Le patron. Voilà. Et on le saluait de cette manière. Ce qui est évidemment paradoxal dans le milieu ouvrier, enfin, dans un parti ouvrier, de se faire appeler le patron, évidemment. Le patron. Je ne vois pas Jean Wolders qui avait oui. un rôle de direction moindre et puis qui était plus contestataire, pour lequel j'ai vraiment beaucoup d'affection. Mais je ne vois pas non plus César de Pape se faire appeler le patron, ni Célestin d'Amblon. Tous ces gens merveilleux qui ont fait qu'on a une sécurité sociale, qui ont écrit, etc. Bon, alors, ma mère, par exemple, moi je suis d'une famille par ma mère, des gens de l'appareil socialiste. Il n'était pas question de critiquer quoi que ce soit venant d'Émile van der Velde. Bon, ça c'était hors de question. Bon. Donc il était incontestable et presque, je dirais, incontesté. Sauf qu'existaient quand même des commissions ouvrières au POB et qu'il y avait quand même une vie démocratique. Qu'on n'est pas... c'était un POB qui était vivant avec ses coopératives, avec ses mutualités, enfin bon, celles qui se créaient en tout cas, avec une vie, avec une certaine... assise, ouvrière, paysanne aussi. Et Rosa Luxembourg, si on plante le décor, elle est née en 1870 dans une famille juive, je dirais classe moyenne, assez aisée, en Pologne, Zamość, une très très belle ville, où il ne reste que quelques petites choses, un petit écriteau où il est mis la maison de Rosa Luxembourg. Enfin bon, Rosa Luxembourg en Pologne, il y a peut-être encore une usine d'ampoules qui s'appelle comme ça. Pas grand monde connaît Rosa Luxembourg. Bon, elle fait ses études à Varsovie, au lycée. Il fallait absolument qu'elle fasse des études. La famille déménage, quitte Zamość et va à Varsovie. À Varsovie, elle rejoint ce qu'on appellerait le lycée. Elle est brillante. Mais déjà à 16 ans, elle est dans des comités un peu révolutionnaires et qui contestent
que le socialisme ne prenne pas le pas sur le nationalisme. Déjà, il y a beaucoup de gens qui sont nationalistes d'abord, et puis socialistes. Et elle s'inscrit dans ce mouvement. Et donc, elle est repérée. Et à un moment donné, bon, elle passe ses examens, elle est brillante, mais on lui met une mention moyenne, très moyenne. Et elle est mise en danger par toute une série de gens qui la dénoncent. Donc elle essaye une première fois de passer en Suisse, c'est impossible. Et il y a un stratagème qui est mis en place par des dirigeants. Bon, les dirigeants socialistes, en disant on va essayer de la faire passer en Suisse parce qu'elle veut se convertir au christianisme. Donc il y a tout ce stratagème, un curé qui fonctionne, il marche, hop, elle arrive à Zurich et elle commence à faire toute une série d'études, notamment de botanique, etc. Et un jour, il y avait des cercles révolutionnaires, il y en existait plein. Après les Russes, les principaux émigrés et surtout ceux qui faisaient de la politique, c'était des Polonais. Donc elle est polonaise, et je pense, moi, franchement, qu'elle est très polonaise, et qu'elle n'aurait pas quitté la Pologne si sa vie n'était pas en danger, si au niveau politique, c'était pas possible. Et là, elle rencontre Léo Jogiches, qui est un jeune homme lituanien, famille juive très fortunée, très engagée, dans des cercles avec toute une série de gens, Plekhanov, etc. Et énormément de gens. On retrouve toute l'immigration russe qu'on va retrouver après dans la Révolution, qui se trouve à Zurich. Alors elle va à Zurich, Genève, etc. Elle continue des études de droit, elle fait pas que le droit, elle fait aussi la philosophie. Et elle s'engage vraiment politiquement. Mais l'engagement politique, la Pologne, le parti polonais et le parti allemand étant assez unis, son chemin tout tracé est le SPD, la social-démocratie allemande. Et donc voilà, commence après une nouvelle vie en Allemagne. Elle se trouve devant un SPD où au départ elle est mal acceptée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une femme, en plus elle boite un peu, elle est très, très jolie, mais elle est fragile, et puis elle vient nous donner des leçons de marxisme. Non mais, c'est quoi ça? Bon, au début c'est un peu dur. Et puis par la suite, une chance pour elle, ou une malchance pour l'Allemagne, arrive Bernstein, Macron. Enfin, pas tout à fait. Mais... C'est vexant pour Bernstein. Oui, je pense que c'est vexant pour Bernstein, mais la social-démocratie ayant tellement descendu de niveau que bon, voilà. Et qui va contester Bernstein? Alors là, ils sont assez mous, ces dirigeants sociaux-démocrates, hein. Et ils ont besoin de cette petite polonaise suffragette emmerdeuse. Et elle y va. Elle y va et elle représente tellement bien la position qui est contre le libéralisme, l'ouverture des marchés. C'était déjà ça le problème, hein. Donc elle gagne ses galons. Elle gagne ses galons, parce que dans le film, d'ailleurs c'est toi qui me l'avais offert, de Margaret von Trotta, on voit très bien ça, quand elle revient avec son amie Clara Zetkin, qui est aussi une dirigeante des femmes du SPD. Ils sont en retard, il y a un dîner qui est préparé par les dirigeants nationaux du SPD,
Et ils se disent, mais elle est en retard, elles sont en retard, qu'est-ce qui arrive, pourquoi elles n'arrivent pas, et puis elles arrivent. Ah, on est en retard. Ah, on a pensé que vous étiez morte. Et c'est alors qu'elles ont déclaré, vous auriez pu mettre sur notre tombe une épitaphe qui dirait, ici gisent les deux hommes de la social-démocratie allemande. C'est ça. Hein, donc ça plante le décor. Ensuite, bien sûr, ça c'est le Vorwärts. Elle est envoyée en Silésie. Il y a plein d'ouvriers polonais, en Silésie allemande. Il faut absolument travailler. Elle a un contact formidable. Elle forme toute une série d'ouvriers, de paysans au marxisme. Et elle fait ses preuves. Bon. Elle fait ses preuves et elle est une oratrice hors pair. Donc le SPD a besoin d'elle. Ça va se gâter. Parce que le SPD a besoin d'elle, mais arrivent tous les débats et la révolution 1905, etc. Là, elle s'engage. Elle est allemande, mais elle est polonaise aussi. Donc, 1905 en Pologne, c'est très important. Bon, elle y va, mais elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée et elle avait un avis de recherche qui disait, voilà, elle se cache sous le nom de Anna Maschke. Donc c'est là aussi que les grands écrits, les correspondances commencent aussi, avec toute une série de gens qu'on a pu voir qui sont relatés, Louis Skotsky, mais bon, dans la biographe la plus intéressante, je pense que c'est Nettel, et qui décrit très bien. Léo Jogiches était vraiment celui qui a lancé le mouvement de 1905 en Pologne. Il était très furieux que Rosa Luxembourg se mêle de ça. C'était un espèce de compromis entre les deux. Elle écrivait très bien, elle était assez prolixe, elle était révolutionnaire, c'était un organisateur, c'était un comploteur, mais c'était quelqu'un qui savait mener sa barque. C'était un dirigeant très autoritaire, elle ne l'était pas. Les rapports entre eux commencent à flancher. Elle veut une relation, elle veut un enfant, il n'en veut pas. Elle veut qu'il vienne en Allemagne, lui, il va rester en Pologne, Lituanie, et avoir un rôle d'organisateur. C'est peut-être lui le conseilliste. J'en sais rien. Oui, oui. Mais je pense que, donc, plusieurs séjours en prison, et puis là aussi un séjour en prison assez long, puisque elle s'attaque, elle injurie l'empereur d'Allemagne. Alors là, c'est terrible. Mais là aussi, elle a un soutien. Puis la guerre commence à poindre son nez, elle est libérée, et ça recommence, quoi. C'est dans la vie de Rosa Luxembourg, elle a passé quand même pas mal d'années en prison. Si on compte les années en Pologne, les 2 séjours, peut-être 3 aussi, les arrestations en Allemagne, c'est énorme, quoi. Donc on en arrive, bien sûr, aux positions par rapport à la guerre. Voilà, mais peut-être ce serait intéressant. Bon, tu as parlé également de ce qui aurait été ma deuxième question, mais tu l'as anticipé au contexte belge. Tu as parlé un petit peu de Van der Velde, en tout cas. Alors, c'est peut-être le moment de parler de cette fameuse polémique entre Rosa Luxembourg et d'autre part Émile Van der Velde, puisqu'on connaît maintenant le portrait de ces deux personnages. Ce sont 2 personnages qui sont tout à fait antagonistes. Un arrangeur, tribun bien sûr, elle aussi, d'une certaine manière, mais Rosa Luxembourg, elle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas polonaise, elle n'est pas allemande.
son parti, c'est l'Internationale socialiste. Je crois qu'on n'a jamais eu quelqu'un d'aussi internationaliste que Rosa Luxembourg. Et donc, Van der Velde, lui, son parti, c'est le POB. Ce sont ses affaires. La constitution belge la plus libérale à entendre, on penserait qu'elle est presque socialiste, alors que, bon, elle a mis en place les Saxe-Cobourg-Gotha. Hein. Oui, oui. Et donc, mais le brio, aussi la soutenance. Rosa Luxembourg a beaucoup d'adeptes, parce que quand on parle que Lénine s'est confronté à Lénine dans l'international, ben, oui et non. Certainement sur les positions, et je pense que je ne vais pas commencer à être historienne, j'engage tout le monde à lire Franz Mehring, parce que là, on y trouve vraiment la source des différends entre Lénine et Rosa Luxembourg, sur la constituante, sur la peine de mort, sur la manière de gérer les choses, oui, sur la façon dont on développe un parti, etc. Si bien que Lénine confie le mandat à l'Internationale socialiste à une femme, Rosa Luxembourg. C'était dans les périodes qui ont précédé le déclenchement de la guerre. Donc il y avait une confiance. Donc là, on peut et de l'estime. Et quand certains viennent dire que c'est un personnage secondaire, Rosa Luxembourg, et que Lénine l'a traité comme elle se devait, alors là, franchement, je leur demande, est-ce que Lénine devait, dans un congrès, donner à une Polonaise allemande, hein, le mandat dans un des congrès les plus importants par rapport à la discussion. Donc, on reprend ça. Il savait très bien, Van der Velde, quelle était la place de Rosa Luxembourg. Il savait très bien aussi que le SPD était, vis-à-vis d'elle, de plus en plus froid, puisqu'on l'évitait, comme on a évité Karl Liebknecht, comme on a évité aussi Clara Zetkin et d'autres, Paul Lévy, etc. Mais Rosa Luxembourg, elle avait quelque chose de passionnant pour lui. Et donc, ce grand monsieur de la social-démocratie belge avait quand même de la retenue vis-à-vis d'elle. Donc il contournait les obstacles. Quand elle disait « vous adaptez au syndicalisme ouvrier des confédérations ouvrières et des comités ouvriers, vous ne donnez pas une attitude responsable pour mener au mieux les aspirations des travailleurs par rapport à la question du pouvoir », les débats, il évacuait toujours ces débats. Ces débats étaient tout le temps évacués. Je pense que cette histoire de grève générale, on retrouve ça tout le temps. Hein. Grève générale ou marche sur Bruxelles? Marche sur Bruxelles ou grève générale? Ou les deux? Mais la question centrale qu'elle pointait, le pouvoir. Et donc là, il y avait des divergences assez terribles. Avec qui elle avait aussi des divergences, il n'y avait pas qu'avec Van der Velde, il y avait avec Camille Huysmans. Camille Huysmans. Mais là, je voudrais peut-être dire quelque chose. Vas-y. N'oublie pas de donner la date, bien entendu. Bien sûr, voilà. Donc c'est une lettre de qui à qui? Alors, c'est Max Gallo qui relate, c'est le 29 juillet 1914. Donc, c'est une partie de ces lettres qui se trouve dans les deux volumes Maspero. Absolument. Ah ben, je vais peut-être les montrer à la caméra avant que tu lises les lettres comme ça, parce que ça c'est une édition facile à trouver. C'est très facile à trouver. Voilà. Décaser un peu. J'ouvre ma bibliothèque.
c'est bien ces deux volumes-ci, hein? Absolument. Voilà, je vais les Ce sont montrer à la les deux. caméra. Là, vous trouverez il y a des trésors là-dedans. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc, le premier s'intitule Vive la lutte, 1891-1914. Le second, J'étais, je suis, je serai, 1914-1919, donc publié chez François Maspero. Je t'écoute. Le 29 juillet, donc au soir, en 1914, il y a un grand meeting chez nous, à Bruxelles, au Cirque Royal, où Jean Jaurès fait un discours magnifique. Alors, Rosa était très attentive. Elle savait que le comité exécutif du SPD venait de publier un communiqué très ferme. Le prolétariat conscient d'Allemagne, au nom de l'humanité, de la civilisation, élève une vibrante protestation contre les fauteurs de guerre. Pas une goutte de sang d'un soldat allemand ne peut être sacrifiée à la soif de pouvoir du groupe dirigeant autrichien, aux appétits impérialistes du profit. Et Max Gallo, il relate la rencontre entre Camille Heusemans et Rosa Luxembourg. Rosa est assise dans un élégant restaurant de Bruxelles, près d'un bouquet de glaïeuls posé sur la table et dont la vue semble absorber toute son attention. Elle, si vive, si présente, se tait, ne participe pas à la conversation politique. Camille Heusemans, ce grand jeune homme, ça je cite Rosa Luxembourg, aux boucles brunes et au visage typiquement flamand, l'observe, l'interroge. Elle va rentrer à Berlin. Rosa paraît désemparée. C'est alors que raconte Rosa qu'apparut mon désarroi pour des choses terrestres, mon besoin éternel d'un tuteur pour m'acheter mon billet et me mettre dans le train, rassembler mes paquets perdus, bref, toute ma faiblesse ridicule. Et Rosa s'est toujours mal entendue avec Camille Heusemans. C'était une haine vieille de 10 ans. Mais il la voit, explique-t-elle, dans un moment de faiblesse. Et cette haine de 10 ans se transforme d'une manière fulgurante en un instant en fermeté fervente. Il n'hésite pas, il entraîne Rosa chez lui apporte un petit chat, et comme elle le dit, il m'apporta un petit chat, me chanta du Mozart et du Schubert, il chanta particulièrement bien les limites de l'humanité de Schubert, il chanta le vers final, et avec nous jouent les nuages et les vents, plusieurs fois et à ma demande. Il accompagne Rosa jusqu'au train, saute au dernier instant sur le quai, alors que le train roule déjà, et crie « Au revoir Rosa » à Paris, au congrès de l'Internationale du 9 août 1914. On était le 31 juillet. Jaurès, dont la voix venait de faire vibrer toute la foule bruxelloise, allait être assassiné dans les heures qui suivaient, pendant que le train emportait Rosa vers Berlin. Un monde, celui où le secrétaire de l'Internationale socialiste chante du Schubert en s'accompagnant au piano et s'effondre. Voilà. Donc, les relations, elles étaient... j'ai repris les lettres un petit peu qu'on peut trouver à l'AFSAB, à Gand, ou aussi les merveilleuses archives Georges Haupt à Paris. Oui. Toutes ces lettres, elles sont laconiques, le courrier. Monsieur le secrétaire dirigeant de l'Internationale, veuillez trouver ce courrier. Vous ne m'avez pas rappelé. Comment est-il possible que... Donc lui, il lui répondait à peu près dans le même style. Et donc tous les deux, aussi bien Van der Velde que Heusemans, à la mort de Rosa Luxembourg, quand elle est assassinée par des brutes, comme le disait et le décrivait
si justement d'ailleurs Van der Velde, ils en ont fait des lettres vraiment très glorieuses de son passé, etc. Mais je pense que la personne qui a vraiment saisi la marxiste qu'elle était, dans une variété autre, elle était une femme, il n'y avait pas de leader marxiste. Donc, c'était un personnage second ordre, disaient les staliniens, les stalinistes, pardon. Voilà, encore maintenant, hein, moi j'ai encore vu des posts où on me dit, ok, bon, t'es sympa, idéaliste, mais allez, je pense pas. Je pense que toute son histoire a montré qu'effectivement, c'était pas une personne de deuxième ordre, et c'était une leader marxiste, féministe, parce que ce qu'elle a montré, et là on en viendra peut-être. Voilà, justement, je comptais te poser la question, quitte à revenir après sur une autre qui m'intéressait aussi, c'est pourquoi le Parti ouvrier belge abandonne-t-il la question du vote des femmes belges? Et alors là, tu as peut-être quelque chose à ajouter, je crois, ou à développer surtout. Parce que c'est fulgurant, c'est en 1905, elle écrit à Van der Velde une lettre assez incendiaire, mais tellement bien étayée, qui conteste la position de la direction du POB. Elle rappelle qu'en 1895, le POB, la majorité des députés POB ont voté pour ne pas séparer le vote homme et le vote femme, le suffrage universel. Et elle rappelle aussi que c'était assez fulgurant, il y avait une unanimité donc, dans la direction. J'ai repris des textes d'ailleurs de Célestin, j'ai relu des textes de Célestin d'Amblon qui étaient assez percutants aussi, qui contestait lui aussi par rapport à ces questions et des lettres qu'il a envoyées à Emile van der Velde. Et donc, en fait, Rosa Luxembourg dénonçait la tractation vulgaire, dégueulasse, qui a été faite, c'est-à-dire pour maintenir une unité d'action et une coalition avec les libéraux, un marché contre les femmes s'est fait. On se tait sur le vote des femmes et vous nous soutenez sur le suffrage universel d'un sexe. Voilà. Et donc ça, elle l'a dénoncé avec force et violence et bien étayé. Ce sont les archives Georges Haupt qui l'attestent. Donc c'est publié depuis février de cette année. Et au fond, le POB a-t-il évoqué déjà à cette époque-là le problème de l'avortement? Je n'ai jamais vu, et je dois dire que je n'ai pas assez recherché. Jamais je n'ai vu dans la correspondance, c'est par la suite qu'effectivement il y a eu... Et elle-même, au fond, est-ce que c'est un sujet qui l'interpelle? Je ne l'ai jamais vu, ni chez elle, ni chez d'autres. Je te pose la question parce que c'est un sujet qui est revenu depuis quelques jours à la une de l'actualité en Belgique. Oui, mais pas beaucoup, parce que si on voit comment il revient, donc tout le monde est pour sortir du code pénal, tout le monde manifeste, mais c'est au parti, au syndicat, j'enchaîne sur c'est au parti, au syndicat, aux organisations de faire comme du temps de l'affaire Peirce, de mobiliser les troupes. C'est ça. On mobilise sur les pensions, on ne mobilisera pas hors du code pénal, mais on fera quelques manifestations. Moi, je parle de bloquer avant le 21 juillet. Bon, il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, il y a des prises de conscience, il y a des gens très courageux qui font savoir, il y a des commissions qui existent. Mais on sait très bien que c'est par les grèves de masse, les mobilisations de masse, que tout ça peut s'achever. C'est pas autrement. Je t'avais dit que je voulais encore te poser une question. Elle portera sur les rapports entre Rosa Luxembourg et d'autre part les étudiants socialistes belges. Ah oui.
c'est très intéressant parce que les étudiants socialistes sont très intéressés par tous ceux qui mettent un peu en divergence avec eux vis-à-vis de la direction. Donc, ils protestent et donc ils veulent se rallier à toute une série de positions. Et le texte de la direction des jeunes socialistes va vers Rosa Luxemburg. Le soutien contre l'élitisme, contre l'appareil, et elle devient pour eux, et à la direction même des jeunes socialistes, elle devient pour eux une espèce de drapeau. Mais je crois que c'était aussi un drapeau vis-à-vis de Van der Waals. Il y a un autre mode que vous, il y a un autre mode que la dictature, puisqu'il refutait aussi la dictature du prolétariat. Hein, donc, il y avait une liberté qui était annoncée, mais là, je pense que effectivement, les étudiants socialistes étaient plus proches de Camille Husmans. Et si on veut examiner dans l'appareil les gens qui avaient pris position pour plus de liberté, qui étaient peut-être plus jeunes d'esprit aussi, hein, par rapport aux problématiques de la jeunesse, à laisser, à faire en sorte qu'elles soient entendues. Husmans était beaucoup plus à l'écoute des jeunes socialistes que Van der Waals. C'est ça. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il ne se situait pas sur les il disait, bon, il y a les trotskistes, il y a les stalinistes, et puis il y a Rosa Luxemburg. Bon, c'était un petit peu ça qui était ça, mis en avant. Et puis Rosa Luxemburg, elle était en prison quand il discutait de ça. Parce qu'elle est sortie. Au moment où elle est sortie, on lui a dit, le directeur de la prison lui dit, voilà, votre parti est au pouvoir, vous allez pouvoir sortir. Non, le parti est au pouvoir, je vais pouvoir être tué. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé. Avant de revenir sur la commémoration de son assassinat, on y reviendra en conclusion. Est-ce que tu pourrais, sous une forme synthétique maintenant, ce qui n'est peut-être pas si simple que ça, je ne sais pas, tu l'as évoqué bien entendu en introduction tout à l'heure, mais pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas familiarisés avec les textes de Rosa Luxemburg et d'autre part par les textes de Lénine et des autres théoriciens du début, de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, comment elle se positionne d'un point de vue théorique par rapport à Bernstein, tu l'as déjà dit, par rapport à Lénine, quelle est sa position finalement, du point de vue théorique, parce que c'est quand même une théoricienne, c'est quelqu'un qui pense, avant tout. Voilà. Est-ce que tu pourrais dire au fond, en quelques traits, résumer pour ceux qui nous écoutent, quels sont vraiment les éléments importants de sa pensée, donc indépendamment du livre que tu as écrit et qui porte sur les rapports entre Rosa Luxemburg et les socialistes belges. Qu'est-ce que c'est que je ne sais pas si ce mot a du sens, mais que le luxembourgisme? Voilà. Eh bien, je ne peux pas répondre à ça, mais je vais essayer de donner quelques éléments. Voilà, quelques pistes. Mais je laisse aux historiens le soin de le faire. Et alors pour toi, qu'est-ce que tu as retenu de sa pensée et qui t'a vraiment marqué et motivé? Réforme ou révolution. Oui. Je pense que c'est l'axe central. Plus on capitule, plus on ne met pas de trajectoire politique dans un axe politique accompagné par des mouvements de masse, eh bien plus on collabore, et c'est ce que sa lettre à Bernstein, où vous avez le résultat de ce qui a été fait, monsieur. Et peut-être que certains veulent vous donner raison, moi je ne suis pas de ceux-là.
Je ne suis pas des sociodémocrates, je résume. Je ne suis pas des comme les sociodémocrates qui sont autour de vous à penser que par compromis et compromission, nous pourrons accéder au pouvoir pour donner la liberté et l'égalité. Et donc, je pense que l'axe central, c'est réforme ou révolution. Donc c'est une révolutionnaire, on a bien compris. Mais alors par rapport à Lénine, qui lui est un révolutionnaire. Donc oui. Je pense que, comme je l'ai dit, oui. c'est très bien résumé dans France Méry, où elle est pour la constituante. Et elle critique à un certain moment les bolcheviks. Elle les critique. Elle critique Lénine sur le fait qu'elle est un peu sur la même position que Trotsky, qui voulait toujours, dont on critiquait qu'il voulait toujours essayer de raccrocher certains wagons des mencheviks. C'est quelqu'un, Rosa Luxembourg, qui se situe un peu comme ça, qui est pour le Front unique ouvrier, qui est effectivement pour aller plus loin, pour gagner à sa cause de plus en plus profondément des couches. Donc elle vote contre toute une série d'amendements que le parti bolchevique. Elle est internationaliste, elle est beaucoup plus internationaliste que d'autres. Je pense qu'elle, son parti, c'était pas le SPD, c'était pas le parti c'était pas le parti polonais, c'était pas le parti lituanien, etc. C'était véritablement ça. Donc quand il y a la répartition au niveau des sous pour des campagnes, etc., elle se bat pour une répartition égale. Oui. Et là, elle y met tout son cœur, je dirais. Hein. Il y a toute une série de... Même je le mets dans le livre, hein, la répartition qu'elle propose pour les différents partis de l'international, etc. Je pense que ces choses-là sont importantes. Maintenant, je ne m'engagerai pas à discuter sur le Capital, sur ce qu'elle a écrit, qui est très contesté, et je n'en sais rien. Moi, ce que j'ai vu, c'est véritablement ces axes-là, et aussi sur la centralisation du pouvoir, oui. où elle critiquait les méthodes du parti bolchevique par rapport à ces questions sur le manque de clarté, son élitisme, ne pas aller assez loin dans la discussion, ne pas essayer de faire en sorte qu'il y ait des conseils qui émergent. Là, je te rejoins. Et donc là, elle était, je dirais, sans pitié. Mais, donc, il y a la Rosa Luxembourg avec toutes ces contestations-là avec Lénine. Lénine qui veut la joindre et qui fait le déplacement en Finlande avec Krupskaya qui ouvre des yeux très grands parce qu'elle se dit, j'ai jamais vu Lénine parler en égalité comme il faisait avec d'autres chefs, c'est pas possible. Bon, et là, il lui donne son mandat, qu'il aurait donné à aucun autre bolchevique. Donc là, il fait... Et il dit à Trotsky, c'est formidable, c'est dommage, elle ne parle pas bien le russe. Pas bien le russe, elle parle russe, puisqu'elle a fait ses études à Zamosk, le lycée, sous l'oppression tsariste, etc. On sait très bien qu'elle parlait russe. Et Trotsky lui répond, oui, mais elle parle très bien le marxisme. C'est ça. Et ce qu'on entend quand même dans différents documents, que ce soit Nettel, Badia et d'autres, Trotsky, par ailleurs, lui, il avait une grande admiration pour Rosa Luxembourg. Mais elle ne l'aimait pas. Elle disait que c'était un arrogant, qu'il était prétentieux, sans quoi elle rejoint toute une série de gens qui ont jugé elle. Mais en même temps, sur la question de la constituante, il y avait quand même des points de rapprochement. Je ne sais pas si j'ai répondu à la mesure tout à fait. De ce que je peux. Tout à fait. Donc, au mois de janvier 2019, on va commémorer le centenaire de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht, puisque la révolution échoue à ce moment-là. Est-ce que des colloques sont prévus, des
des lieux de réflexion, de discussion sur sa pensée sont prévus. Moi, je sais en tout cas qu'il y a... Mais bon, je leur laisse Oui. le privilège de l'annoncer. Oui. Mais je sais qu'il y a toute une série de petits groupes qui veulent aller commémorer à une grande manifestation, commémoration. Moi, j'y serai aussi. Et qu'il y a toute une série de gens qui s'engageraient pour partir ensemble. Et je pense que plus les organisations le font, et plus on commémore, ça c'est vraiment très important, aussi pour la commémoration, mais aussi parce que le marxisme prend un nouveau souffle. Et ça c'est vraiment important. Oui. Et je pense que tous ces gens qui disent elle est une personne mineure et elle a commis des erreurs, devraient peut-être regarder en face. Hein? Je parle, par exemple, pour certains partis communistes qui ne représentent plus rien. Oui. Il faudrait peut-être, je pense aussi pour des partis socialistes qui ont complètement dégénéré, il faudrait peut-être essayer de voir pourquoi et voir quelques enseignements de Rosa Luxembourg. Et je pense, moi, que ça ira mieux si on apprend, si on exige d'autres choses. Mais le mouvement l'apporte. Hein. Je veux dire... individuellement, c'est un peu comme le Tché, quoi. On met facilement un t-shirt de Rosa Luxembourg, de Che Guevara, certainement. C'est ça, oui, oui. Et, mais ça veut dire quelque chose. C'est ça. Moi, sur le plan symbolique, en tout cas. Mais en tout cas, je crois qu'on aura abouti à la fin de cet entretien, puisque nous sommes au bout de notre discussion. Au moins à l'idée, et je reprends ce que tu viens de dire il y a quelques minutes, l'idée qu'il faut au moins s'informer, parce que même si on n'est pas d'accord, il faut au moins savoir de quoi l'on parle et avoir au moins les différentes positions devant les yeux, parce qu'il y a tant de gens qui lancent des anathèmes justement au sein même du courant marxiste contre, entre autres, Rosa Luxembourg, que la première chose à faire serait quand même de la lire très sérieusement. Elle a beaucoup écrit. On peut être d'accord avec certains aspects de sa pensée et pas d'autres, mais en tout cas, il est urgent, je crois, de la lire. Et hélas, comme toujours, ce sont les commémorations, les anniversaires qui permettent de relancer, de redécouvrir comme ça des penseurs qui ne sont pas si vieillots que cela. 100 ans, qu'est-ce que c'est dans le destin de l'humanité? Ça fait 4 générations, 4 ou 5 générations, c'est hier en fait. Hein. Du point de vue de l'historien, en tout cas, c'est hier. Voilà, même si ça nous paraît loin, en fait, c'est hier. Or, la société, structurellement, a-t-elle véritablement changé? Je dis bien structurellement. Bien entendu, on va dire, ben oui, le capitalisme d'aujourd'hui n'est peut-être plus tout à fait celui d'il y a 100 ans. Et encore, moi je crois qu'il y a quand même des continuités qui sont tout à fait apparentes entre le capitalisme du 19e siècle et celui d'aujourd'hui. Bien entendu, il a pris d'autres formes, mais enfin il y a toujours un rapport, je dirais, entre exploiteurs et exploitants. La lutte des classes paraît un terme qui est devenu tout à fait dérisoire pour certains, qui est devenu même une manière de se moquer de certains. Moi, je crois que la lutte des classes, c'est plus que jamais d'actualité. Mais enfin, je n'engage que moi, même si je suis historien, je peux me permettre de sortir de cette pseudo-réserve que les intellectuels doivent avoir quant à leur objet d'étude. Donc, je te remercie infiniment, en tout cas, pour ce que tu nous as expliqué ici, et j'enjoins donc vivement nos auditrices et nos auditeurs à lire ce livre, d'autant plus que, si j'ai bien compris, la première édition est en voie, comment dirais-je, de ne plus être disponible, et que tu prévois donc une seconde édition, oui, un second tirage. Oui. Ce sera dans combien de mois? Prochainement. Prochainement, dans les quelques mois qui viennent. Oui. Voilà, toujours chez le même éditeur, donc Cimarron. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, je vous montre à nouveau le livre d'Anne Vaness, voilà, qui devrait réapparaître, en tout cas à l'automne, vraisemblablement 2018.
Ou c'est trop tôt? Oh, peut-être, de toute façon, je pense qu'il y en a encore. Donc, il y en a encore, de toute façon, il y en a encore. 2019, voilà. De toute façon, il y en aura. Et donc, comme il y a, je sais, en voyant les statistiques de ceux qui regardent cette chaîne, il y a beaucoup de Français et de Françaises qui regardent cette chaîne. Quels moyens ont-ils d'acquérir ce livre? Donc, normalement, chez les bons libraires français, en faisant référence à cet éditeur Cimarron, qui n'est pas un grand éditeur, hein, voilà. C'est un petit éditeur. Comment faire? Disons que je dois me rendre à Lille, oui. Et rencontrer toute une série de librairies qui voilà. sont intéressées. Et ça, c'est prochainement, donc fin juillet, je pense que j'irai. Mais autrement, mes coordonnées, on peut les trouver. Donner, voilà. C'est ça. Donc, il y a, puisque c'est public, c'est ton adresse personnelle, ceci, ou c'est ton adresse, voilà. Oui. Donc, Anne Vanesse, c'est indiqué donc en première page, donc ce n'est pas du tout dévoiler la couronne, si je puis dire, te connaissant, c'est évidemment un clin d'œil. Donc, l'adresse de Anne Vanesse, c'est 16 rue du Moniteur à 1000 Bruxelles. Voilà. Et les éditions Cimarron, voilà, je vois qu'elles sont situées à Forêt, si je vois bien, c'est 1190 Bruxelles, c'est bien Forêt, hein? Voilà, mais il n'y a pas d'adresse précise, donc c'est par toi que l'on doit transiter, voilà. alors. Et je le ferai par frais postal, en plus, le livre coûte 10 €, donc l'envoi, mais on n'a qu'à m'écrire. Un très très grand merci, Anne, et peut-être à la prochaine fois. Je ne sais pas, tu as quelque chose en vue dans les prochaines années? Un livre ou quelque chose que tu as sur les, comment dirais-je, un vieux projet? Je sais que tu es quelqu'un de surtout très pratique, qui réalise des projets concrets, des projets sociaux, mais est-ce que dans les années qui viennent, tu souhaiterais émettre quelques réflexions qui pourraient paraître sous la forme d'un livre? Je te pose la question comme ça, peut-être que c'est une question qui n'a pas de sens à ce stade-ci, mais... Peut-être que je voudrais continuer les relations Franz Mehring, Rosa Luxembourg, Léo Jogiches. Voilà. Ça m'intéresse. Ça, c'est un sujet parce que qui là, t'intéresse. j'essaierai de comprendre mieux la racine des uns et des autres et comment se fait-il qu'il y a eu une grande osmose entre les trois et peut-être découvrir d'autres choses. Si c'est intéressant, je le ferai. Si c'est pas, c'est une découverte pour moi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Encore merci. Hein. De rien.